Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, l'émission qui donne du sens à l'actualité. On est ensemble du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 1er octobre. Le Hamas va-t-il accepter de signer l'accord de paix proposé par Donald Trump, les pays arabes et Benyamin Netanyahou? Il prévoit la libération des otages, l'amnistie des membres du Hamas qui déposeront les armes et un retrait de Gaza de l'armée israélienne. Mais faute de calendrier et de modalités d'application, cet accord reste fragile. Peut-on espérer malgré tout la fin des bombardements? On répond à cette question dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, volontairement décalée de l'actu du jour, c'est un gros plan sur les espions français que je vous propose. Des espions qui fascinent Emmanuel Macron. Le président veut recruter les meilleurs, notamment pour surveiller les terroristes islamistes. La clé est de continuer à recruter les meilleurs pour déceler, déjouer, éviter le pire en amont. Pour prendre en charge aussi les 400 détenus incarcérés pour terrorisme islamiste, durant et après la détention. Pour perfectionner nos forces de contre-ingérence et de contre-espionnage quand la scène internationale bascule dans l'incertitude. Comment Emmanuel Macron est-il devenu le meilleur ami des espions? Leur fait-il plus confiance qu'aux diplomates? Lui ont-ils fait commettre des erreurs avec la Russie et dans les pays du Sahel? Ne ratez pas les récits très documentés de nos invités. Ce sera dans 3 quarts d'heure dans ce débat, mais aussi sur l'actualité à Gaza. Vous pouvez réagir, vous le savez, en flashant ce QR code, par exemple, pour comprendre ce plan de paix proposé par Donald Trump. Comment est-il reçu en Israël et par les Palestiniens? Réponse avec Céline Schmitt. À Washington, je suis parvenu à une entente avec le président Trump sur un cadre pour la libération de tous nos otages et la réalisation de l'ensemble des objectifs de guerre que nous nous sommes fixés. Je fournirai un rapport plus détaillé aux membres du gouvernement et aux membres du cabinet. C'est en ces termes que Benjamin Netanyahou s'est adressé à son gouvernement hier. Après avoir soutenu lundi le plan de cessez-le-feu américain pour Gaza, de retour à Tel Aviv, le Premier ministre israélien insiste sur ces conditions. En cas d'accord, Tsahal resterait présente dans la majeure partie de la bande de Gaza et la création d'un État palestinien est exclue. Si l'extrême droite israélienne qualifie ce plan d'échec diplomatique, l'espoir renaît chez les habitants de Tel Aviv. C'est une très très bonne nouvelle. Le président Donald Trump, comme il l'a dit, est totalement déterminé à apporter la paix et la prospérité dans cette région. Et cela ne peut commencer qu'avec la fin de la guerre à Gaza et le retour de tous nos concitoyens. Les familles des otages saluent un accord historique, mais ils restent prudents. Tous ont en tête les 2 trêves qui n'ont jamais abouti à une paix durable. Je suis plus optimiste, même si j'ai encore un peu peur de l'être. J'ai peur d'être déçue à nouveau, vraiment peur, parce que nous avons tant souffert avec des accords qui au final ont explosé en pleine figure. Les Israéliens sont désormais suspendus à la décision du Hamas, tout comme les Gazaouis partagés entre colère et espoir. Ce plan n'est pas dans l'intérêt du peuple palestinien, mais vise plutôt à offrir à Netanyahou la victoire qu'il n'a pas réussi à obtenir sur le terrain. Les choix sont difficiles pour le Hamas, mais je crois que la raison et les exigences du peuple palestinien les convaincront d'accepter le plan de Trump, quels qu'en soient les détails. Il est contraint de dire oui ou non, mais à ce stade, il ne peut pas manœuvrer. D'après une source palestinienne proche de la direction du Hamas, le mouvement souhaiterait déjà modifier plusieurs mesures du plan de paix. Le Hamas peut-il signer cet accord de paix? C'est la question que l'on se pose. Il est 18h04 à l'heure où nous sommes en direct sur Public Sénat. Ofer Bronstein arrive dans un instant. Je vous le présenterai. Alaa Kodmani, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Libération, spécialiste du Moyen-Orient. J'accueille Hasni Abidi, bonsoir. Et bienvenue. Politologue, spécialiste du monde arabe. Vous êtes le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève et vous publiez Le Moyen-Orient selon Donald Trump aux éditions Éric Bonnier. Et j'accueille Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien, directeur du site Atlantico, éditorialiste pour Sens Public. Et n'oubliez pas que vous pouvez participer à notre émission depuis le début
début de cette saison avec ce QR code qu'il suffit de flasher avec votre téléphone ou votre tablette. Et moi, je suis en quelque sorte votre porte-parole auprès de nos invités. Est-ce que vous parlez d'un plan de paix? Commençons par une question toute simple à la Kodmani. Ou est-ce que le mot est trop fort d'une certaine façon? C'est à la fois un fourre-tout. Il y a 20 points. Hein. Si on veut prendre, s'il y a un plan, c'est 1, 2, 3, 4. Oui, il y a ça. Il n'y a pas de calendrier. Il y a plein de points complètement flous. Et il est ouvert à toutes les interprétations. Et surtout, pas de calendrier. Comment on peut faire un plan en disant il faut libérer les otages? Puis c'est le seul, d'ailleurs, point qui est marqué sur le calendrier, c'est 72 heures. Mais sinon, toute la suite, le retrait israélien, l'entrée de l'aide, etc., tout ça n'est pas minuté, n'est pas cité. Et il n'y a aucun mécanisme de contrôle, il n'y a aucun recours. Si ça ne s'est pas respecté, il faut se plaindre à qui? Il faut solliciter qui? C'est un flou certainement délibéré, parce que c'était tellement compliqué. Déjà, ça a été très compliqué de le faire accepter par Benjamin Netanyahou, qui d'ailleurs, en sortant de la Maison-Blanche, l'a un peu amendé. Évidemment, il l'avait déjà amendé au départ, pour l'accepter. On va y revenir là-dessus, sur ce qui apparaît un peu comme un double langage, évidemment, du Premier ministre israélien. Pourquoi il intervient maintenant ? Il intervient maintenant parce qu'il y a une nouvelle configuration régionale et internationale. D'abord, les pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham ont signifié leur mécontentement et ils pèsent beaucoup pour Donald Trump. D'un pays comme les Émirats arabes unis qui a signé les accords d'Abraham menace de les suspendre s'il y a annexion de Gaza. Vous avez l'Arabie saoudite aussi qui est attendue pour une normalisation. Donc, il y a une grogne des alliés de la région, notamment après la frappe israélienne contre le Qatar. Mais il y a aussi depuis, surtout, ces photos qui nous parviennent de Gaza, ces photos sur la famine, sur la question, bien sûr, on a parlé de Cisjordanie, et la conférence. Il faut quand même dire que la conférence, donc l'initiative de la solution à 2 États, et cette reconnaissance de plusieurs États de l'État de Palestine, elle a tout de même suscité un intérêt, un basculement dans l'opinion publique, et Donald Trump a réalisé que Benjamin Netanyahou n'a pas de perspective politique au-delà de la question de l'occupation de Gaza. Et c'est pourquoi, à mon avis, il a exercé cette pression qui reste, somme toute, amicale pour parvenir à un accord. Mais ce qui est important, c'est que nous avons pour la première fois un autre basculement. D'habitude, au Proche-Orient, on parle paix contre territoire, paix contre terre, c'est-à-dire que en fait, pas la sécurité. Aujourd'hui, c'est paix contre sécurité. Ici, pour la première fois, on parle plutôt d'un plan de paix. Certes, c'est un plan de paix. Il faut souligner trêve, ou donc arrêt des hostilités, libération des otages. Ce n'est pas rien, ça. Mais en fait, on est en train de parler d'une paix sans un État. C'est-à-dire la paix sans les Palestiniens eux-mêmes, ça fait un peu de désordre pour avancer. Évidemment. Et au premier chef, avec la question qui reste posée d'une signature ou non du Hamas. Alors, comme toujours, Donald Trump, il manie à la fois le triomphalisme et la menace. Je vous propose de l'écouter présenter cet accord. Hier, c'était devant des militaires, des généraux américains. Si cela se produit, et je pense que ce sera le cas, je ne dis pas ça à la légère, je m'y connais mieux que quiconque en matière d'accord, c'est ce sur quoi toute ma vie s'est construite. Cet accord peut certainement changer, mais nous avons presque tout le monde. Il ne nous manque qu'une seule signature, et le Hamas expirera en enfer s'ils ne signent pas. J'espère vraiment qu'ils signeront. C'est pour leur bien. Et ils créeront quelque chose de vraiment formidable. Alors on a déjà fait plusieurs émissions, notamment une consacrée aux mots, à la sémantique de Donald Trump il y a quelques jours. À la Kodmani, ce discours, comment vous l'avez reçu? Je dis, il y a toujours le triomphalisme, alors ça on peut lui faire confiance, mais alors, il y a aussi la menace qui est toujours là. Oui, c'est du Donald Trump, quoi. C'est son style, c'est comme on a vu d'ailleurs à la conférence de presse quand il a présenté, qu'il a dit, ça y est, on a un plan, etc. C'était, c'est... Les Émirats arabes sont vraiment fantastiques, ils sont incroyables, c'est vraiment des bons copains à moi, c'est des gars bien, ils ont accepté, ils m'ont aidé. Et juste après, attention, Hamas, ultimatum, si dans quelques 72 heures, je ne sais plus combien il a donné, si vous irez en enfer. De toute façon, Hamas, on ne lui promet rien d'autre que l'enfer. Là, ce n'est pas qu'il réponde oui ou non.
il est quand même... il signe son arrêt de mort. Ouais. J'accueille Ofer Bronstein, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes envoyé spécial du président de la République pour le rapprochement israélo-palestinien, ancien collaborateur d'Yitzhak Rabin et président du Forum international pour la paix. Peut-être un avis général sur ce plan ou cet accord. Est-ce qu'il vous semble un peu plus, on va être prudent, un peu plus solide que les autres ? Ce qui est important à signaler, c'est que c'est le seul qui pouvait être porté et convaincre et donner des ordres au Premier ministre israélien. Parce que les autres avaient, depuis des mois, ils étaient plus ou moins identiques. Mais le seul qui pouvait lui dire c'est ça et tu vas obéir, c'est le président américain. Parce que moi je retiens, et c'est à son crédit du président américain, c'est que contrairement à ce qu'on pense ou ce qu'il fait en général, moi j'ai un plan et moi j'ai décidé, là en fait tout son plan s'est inspiré des autres. Il a pris en considération ce que disent les pays arabes, ceux qui ont signé les accords d'Abraham, qui lui disent attention, on risque de se tirer. La France, avec lequel il a eu une très bonne conversation avec le président Macron, les pays arabes qu'il a rencontrés à l'ONU, les 80% d'Israéliens qui descendent régulièrement dans la rue et qui disent on ne veut pas de la guerre, on veut la libération des otages. Il a dit qu'il les a écoutés. C'était d'ailleurs une façon de piquer Netanyahou, de dire moi j'ai écouté ton public, toi je t'écoute moi. L'armée qui dit non, on ne veut pas de cette guerre. 660 responsables militaires très haut gradés qui lui ont écrit une lettre personnelle il y a quelques semaines en lui disant faites le nécessaire pour que la guerre s'arrête et que les otages. Donc il a pris tout ça en compte. Et ça, c'est à son mérite. Il a écouté et il a les moyens, lui, de prendre son ami Netanyahou, de lui dire voilà, tu vas faire ce que je te dis. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le Hamas va... Moi, je crois que oui, parce que... Vous pensez que le Hamas va signer ? Oui. Je ne vois pas d'autre alternative. Le Qatar lui a dit fais-le, la Turquie lui dit fais-le, on lui permet de sortir la tête haute en lui disant voilà 1500 prisonniers qui ont été arrêtés depuis la guerre vont être libérés, encore 250 prisonniers qui sont en prison à vie dans les geôles israéliennes. Donc j'espère, moi, personnellement, que Marwan Barghouti en fera partie. On vous laisse passer, on vous laisse sortir de Gaza sans que vous ayez à craindre, et on fait rentrer d'une aide humanitaire massive, immédiate, sous l'égide des organisations internationales. Donc vous espérez une signature du Hamas. Alors il faut peut-être détailler, Hasni Abidi, pour vous c'est une évidence, mais peut-être que pour nos téléspectateurs ça vaut le coup, et même pour nous, de bien rappeler que le Hamas c'est une organisation qu'on pourrait qualifier de duale. C'est-à-dire il y a une branche politique et puis les brigades Al-Qassam, la branche armée, qui sont peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur l'idée de signer cet accord. Oui, il y a toujours une branche politique, c'est la direction politique du Hamas, elle est historique, entre la Syrie, le Qatar, la Turquie et d'autres capitale, et vous avez la branche armée qui a toujours siégé à Gaza. Le dernier chef, c'est bien sûr Yahya Sinwar. Il y a certaines divergences, mais la décision est toujours suite à une consultation entre à la fois la direction politique au Qatar, d'autres aussi qui sont toujours en Égypte, et bien sûr la direction militaire. Mais la direction politique, elle consulte les partenaires. Les partenaires pour eux sont l'Égypte, avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations, mais aussi avec les Qataris et récemment la Turquie. C'est très intéressant. Pour la première fois, on voit le chef de renseignement turc qui se déplace à Doha pour assister aux consultations avec la direction du Hamas, qui se trouve pour la première fois depuis sa création devant une décision très difficile. Accepter ou non, je n'ai pas les informations d'Ofer puisqu'il est proche du président français, mais ça va être très difficile cette décision. Je pense qu'elle est difficile. Ça sonne comme une, pardon de vous interrompre, mais ça sonne comme une reddition pour le Hamas. Ça sonne comme une reddition, et même les pays arabes ont nuancé la réponse. Certains États arabes, j'ai lu la presse aujourd'hui proche des pays du Golfe qui disent mais attention, ce n'est pas ça nos remarques. D'ailleurs, le Financial Times aujourd'hui a publié un texte très intéressant en disant qu'il y a plusieurs points qui n'ont pas du tout été retenus par Donald Trump, et c'est vrai qu'avec le président américain, c'est le dernier qui a toujours raison. Donc Benjamin Netanyahu est passé dimanche avec Jared Kushner
son gendre et l'ancien responsable de Moyen-Orient, avec Steve Witkoff. Par exemple, il y avait la question de Jérusalem, il y a la question aussi de retrait, un calendrier précis sur le retrait de l'armée israélienne. Donc les pays arabes ont nuancé leur position parce qu'ils ne veulent surtout pas cautionner un oui ou non qui sera finalement dommageable contre eux. En revanche, la possibilité de relativiser, c'est-à-dire dire oui, à condition de modifier certains points, puisque le Hamas va dire finalement pourquoi le gouvernement israélien a eu tout le temps de négocier et nous, on n'a pas été consultés. Nous avons des remarques. Mais il ne pourra pas rejeter en bloc, enfin difficile de rejeter en bloc sur tous les deux points qui sont le cessez-le-feu, qui est un point important, indéniable, et la libération des otages. Jean-Sébastien Ferjou, et puis je reviens vers vous juste après. Avec une part de mystère depuis les frappes sur Doha notamment, c'est que personne ne sait exactement qui est encore en vie au sein du Hamas. Et donc qui sont les interlocuteurs susceptibles d'être en position justement de prendre une décision au nom du Hamas. On voit bien qu'il reste des chefs militaires ou des petits chefs militaires sur le terrain. La direction politique, ça n'est pas très clair. Il y a eu des enterrements qui ont eu lieu à Doha. Personne, les Israéliens n'ont pas communiqué. Ils ne sont pas d'ailleurs certains de qui ils ont peut-être tué. Mais c'est une vraie question parce que qui est censé répondre au nom du Hamas aujourd'hui? Et c'est probablement la raison pour laquelle la Turquie et le Qatar, comme ça a été dit, sont encore plus dans le jeu parce que c'est peut-être eux, en réalité, qui vont être porteurs de la réponse. Alors, il y a effectivement ce double langage du Premier ministre israélien qu'on a déjà évoqué. Alors, il semble accepter un retrait de son armée de Gaza quand il est dans le bureau ovale. Voici ce que dit le projet d'accord. C'est vraiment le site au mot près. Israël n'occupera ni n'annexera Gaza. Concrètement, l'armée israélienne rendra progressivement le territoire de Gaza qu'elle occupe jusqu'à son retrait complet, à l'exception d'une présence dans un périmètre de sécurité qui restera jusqu'à ce que Gaza soit correctement sécurisé contre toute résurgence de menaces terroristes. Ça, ce sont les mots de l'accord. Et puis ensuite, Benyamin Netanyahou rentre en Israël et voici ce qu'il dit en hébreu. Aujourd'hui, le monde entier, y compris le monde arabe et musulman, fait pression sur le Hamas pour qu'il accepte les conditions que nous avons fixées avec le président Trump pour récupérer tous nos otages, vivants et en bonne santé, tandis que Tsahal restera dans la majeure partie de la bande de Gaza. Pas de calendrier, c'est clairement, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure à la Côte-Mani, mais c'est le point faible de ce projet d'accord. C'est le point, oui, absolument vital, essentiel. Parce que, on peut déjà... Il est certain que les 3 premières étapes, c'est-à-dire cesser le feu, c'est déjà formidable pour la population de Gaza. Compte tenu des bombardements qui continuent tous les jours et qui font des dizaines de morts et qui des déplacés, etc., c'est déjà un acquis. Et c'est le premier élément auquel devrait penser le Hamas. L'entrée de l'aide humanitaire. Il faut quand même le dire à chaque fois, parce qu'on fait comme si ça n'existait pas. Mais c'est d'abord le premier élément de réponse. Oui. Il faut penser, c'est cette population qui est complètement à genoux. La libération des otages, l'entrée de l'aide humanitaire, c'est quand même aussi une population non seulement bombardée, mais complètement affamée depuis des mois, qui est dans une situation terrifiante. Alors, après ça, la libération des otages. Et c'est là que tout déraille. Parce en tout cas, il n'y a pas assez de précision. Plus aucune garantie de quoi que ce soit. Et si on en croit les cartes qui ont été adjointes par la Maison-Blanche, qui ont été circulées sur les étapes du retrait israélien de Gaza, ils disent complet, mais une bande de sécurité, sachant que Gaza, c'est quand même déjà un tout petit territoire. La bande de sécurité en question, c'est quand même 30% du territoire de Gaza, comprenant même toutes les frontières, y compris avec l'Égypte, que l'armée israélienne continuerait de contrôler. Ouais. Mais Ofer Bonchaïn, est-ce que finalement Benyamin Netanyahou, il a un quelconque intérêt à signer cet accord? Parce qu'on se pose la question du Hamas, mais lui aussi, son avenir politique est assez fragile, on le sait. Il a des ministres suprémacistes, nationalistes d'extrême droite qui menacent de le faire tomber. Permettez-moi une remarque par rapport à l'interview qu'il a donnée hier en sortant de la Maison-Blanche. Oui. Il dit, voilà, tout le monde était avec nous, tout le monde va faire pression sur le Hamas, et on a gagné. Mais la semaine dernière, il disait au public israélien, en hébreu aussi, le contraire. Il a dit, il faut que vous vous habituez à ce qu'on soit isolé, que le monde est contre nous. Donc ça, c'est du Netanyahou pur et simple, il arrive à sortir à chaque fois. Oui, je pense que son règne va être limité. Moi, je suppose qu'il y aura des élections anticipées entre février et le mois d'avril. Après le vote sur le budget. Oui, mais si le fait de signer cet accord précipite sa chute, pourquoi le signerait-il ? Parce qu'il n'a pas le choix.
Tout d'abord parce que Donald Trump voilà, tout d'abord, le patron lui a dit « Oh, tu m'écoutes maintenant parce que ça ne peut plus continuer ». Il a 80% du public israélien qui dit « On n'en veut pas ». Il a le chef d'état-major qui lui dit « On ne veut pas rentrer à Gaza ». Il a 660 responsables qui lui ont dit non. Donc il sent que le public n'est pas avec lui. Donc il est vrai qu'il est pris en otage par des extrémistes fascisants israéliens qui vont rester au pouvoir sous différents prétextes pour pouvoir s'imbiber d'un peu d'argent pour le jour d'après, quand ils ne seront plus au pouvoir, ils ne le seront pas la prochaine fois. Mais à un moment donné, ils vont lâcher. Jean-Sébastien, je reviens vers vous. Là. Oui, parce que bien sûr, il est sous pression, il y a beaucoup de contraintes politiques domestiques, et sans parler de la pression américaine, mais il y a quand même quelque chose qui a changé entre la semaine dernière, les Nations Unies et le plan porté par la France, et le plan porté ou proposé par Donald Trump. C'est que dans un cas, la pression était mise sur Israël, d'où le fait que Benjamin Netanyahou disait, en s'adressant aux Israéliens, il faut vous habituer à être seul. Là, dans le plan porté par Donald Trump, quoi qu'on pense du fond des plans respectifs, mais il est construit sur une logique totalement inverse, qui est la pression mise sur les Palestiniens, et pas uniquement sur le Hamas, sur les Palestiniens, parce qu'effectivement, l'absence de calendrier, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, arrêtons la fiction de croire qu'il y aurait des interlocuteurs palestiniens crédibles. Je ne vous dis pas que Donald Trump a raison de le croire, je vous dis que c'est la pensée qui a présidé à l'élaboration de ce plan, avec un Donald Trump qui a dit très clairement... Il n'y aura pas d'État palestinien sans réinvention. Alors, je reprends ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a, oui ou non, des interlocuteurs palestiniens crédibles ? Je commence avec vous, Hasni Abidi, et je reviin vers vous. Oui, bien sûr, elle existe. Je dis toujours qu'il faut laisser les Palestiniens choisir ceux qui vont les diriger. L'autorité palestinienne a montré, malgré l'affaiblissement, malgré tout ce qu'on dit de la corruption, il faut, à mon avis, à un moment donné, arrêter de tirer sur l'autorité palestinienne. Parce qu'il y a Hassan el-Sheikh, qui est numéro 2, qui a 62 ans, et qui est prêt à prendre la relève. Donc, il y a comme un fonctionnement de l'autorité palestinienne. On oublie ici que l'autorité palestinienne et le chef de renseignement collaborent et échangent régulièrement avec les renseignements tous les jours israéliens. Il y a plus de manifestations en Europe qu'à Ramallah, qu'en Cisjordanie, justement contre la situation à Gaza. Il y a des responsables palestiniens à qui, d'ailleurs, même si le souhait du Hamas, le Hamas est prêt pour être évidemment exclu complètement de la scène politique à Gaza, mais il veut un rôle pour l'autorité palestinienne. Et un autre élément aussi, quand vous avez posé la question sur est-ce que c'est pas finalement Netanyahou ne signe pas finalement sa fin politique, mais est-ce que Netanyahou aussi n'a pas accepté un plan qui serait très difficile à accepter par les Palestiniens, par le Hamas, moi je veux pas parler du Hamas, pour qu'il ne signe pas, on peut voir ça aussi. Bien sûr, et après dire, vous voyez, finalement ils ne veulent pas, la paix. Et ça c'est une question importante. Et ce qui est très dangereux dans le plan de Trump, je le dis, je le redis, le plan de Trump, c'est pas un plan pour l'établissement d'un État palestinien. Il faut pas qu'on le charge trop, c'est un plan de paix pour une trêve. Certes, il a placé la barre très haut en parlant d'un plan pour l'éternité, de la première paix depuis 3000 ans, etc. Mais on ne peut pas s'éloigner tout de même des paramètres importants de la résolution du conflit israélo-palestinien. C'est l'établissement d'un État palestinien. C'est la fin de l'occupation. C'est les paramètres défendus par le président Macron à New York. Mais Ofer Bonja, il y a peut-être quand même, parce qu'on se souvient des propos de Donald Trump sur la Riviera du Proche-Orient. Est-ce que, en lisant l'accord, vous dites que ce projet qui exclut les Palestiniens est quand même abandonné ou en tout cas gommé pour l'instant ? Pour moi, cet accord a 3 pieds. Le premier, le plus urgent, j'espère qu'il sera respecté par tout le monde. De toute façon, il est accepté par Israël. On attend le feu vert du Hamas. C'est l'arrêt de la guerre, libération des otages, aide massive, urgente, humanitaire. Ça, c'est la libération de prisonniers palestiniens. On aura terminé ce premier stade qui est fondamental. Après, il y aura le second, qui est une force internationale qui viendra soutenir des 40 ou 50 000 Palestiniens qui seront formés à devenir des gendarmes, en fait. Plus ensuite un gouvernement de stabilisation. Moi, je ne crois pas du tout à son idée de moi je vais créer une société, je vais être le chairman of the board, et il y aura mon copain anglais qui va être le directeur général. Ça rappelle des souvenirs à certains dans la région, le retour des Anglais. Certes. On veut bien, mais peut-être pas comme ça. Je ne l'exclus pas à Tony Blair. Si c'est bon pour les Israéliens, si c'est bon pour les Palestiniens, si c'est bon pour les pays arabes qui vont quand même avec l'Europe payer la facture. Et ensuite, la reconstruction, parce qu'il y a cette perspective. Avec tout le respect pour M. Donald Trump, pour l'instant, les bailleurs de fonds s'appellent l'Europe. Nous soutenons l'autorité palestinienne sans les moyens de l'Europe. Il n'y a pas d'autorité palestinienne. C'est le plus grand marché économique pour Israël, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Europe.
l'Europe a montré ces derniers temps qu'elle était déterminée à prendre des initiatives, et des initiatives qui marchent. Donc écarter l'Europe, c'est hors de question, et surtout ceux qui payent. Dans une société normale, privée, c'est celui qui met l'argent qui prend les décisions. C'est le premier bailleur de fonds, pour les Palestiniens. Ce sera les pays du Golfe, et les Palestiniens joueront un rôle fondamental. Je comprends que hier, il n'a pas voulu trop mettre l'accent dessus pour faire plaisir à son ami Netanyahou, pour qu'il s'en sorte un peu à la maison. Mais il est clair que Donald Trump, avant-hier, a dit qu'il y aura un État palestinien. C'est fait. C'est done deal. C'est un game changer. Il y aura un État palestinien parce que le seul qui le refuse aujourd'hui dans le monde, c'est les Américains, avec malheureusement Israël. Ouais, alors justement, c'est intéressant, ça rejoint, vous répondez en partie, cette question d'Alban qui nous écrit de Saint-Puy. N'est-il pas étonnant que ce soit les États-Unis qui rédigent l'accord de paix, alors que dans un moment où les pays reconnaissent la Palestine, c'est l'un des seuls à ne pas l'avoir fait. Effectivement, ça rejoint ce que vous veniez de nous dire. Il nous reste, on a encore du temps, mais il y a deux grands thèmes qu'on va aborder là dans les prochaines minutes. On va parler de Tony Blair, qui effectivement, l'ancien Premier ministre britannique, a joué un rôle manifestement important dans la préparation et la rédaction de ce projet d'accord de paix. Et puis, il y a évidemment... C'est un copier-coller, son projet. Oui, non, mais on va y venir dans un instant, Ofer Bronstein. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps vraiment de détailler le rôle de Tony Blair. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle des otages israéliens avec Stéphane Duguay qui va nous rejoindre sur ce plateau. Puisque, bonsoir Stéphane, le plan de Donald Trump prévoit la libération de tous les otages israéliens détenus à Gaza. On va commencer par rappeler combien ils sont. Oui, le Hamas détient encore aujourd'hui 48 otages selon le décompte fait par le journal israélien Haaretz. 48 otages dont une vingtaine seraient encore en vie selon l'armée israélienne. Après les attaques du 7 octobre 2023, le Hamas avait capturé 251 personnes, en majorité des civils. Plusieurs libérations avaient eu lieu déjà à la faveur de 2 accords entre Israël et le Hamas en novembre 2023 et au moment du cessez-le-feu entre janvier et mars 2025. Et parmi tous les otages faits par le Hamas, 48 personnes sont mortes en captivité. Et puis avec ce plan Trump, évidemment, on va être très prudent. Il pourrait ne plus y avoir aucun otage israélien retenu à Gaza. Oui, c'est ce qui est prévu au 4e point sur les 20 du plan présenté par le président américain. Voilà ce qui est écrit. Dans les 72 heures suivant l'acceptation publique de cet accord par Israël, tous les otages, vivants ou morts, seront rendus. Ce serait donc une libération en une fois des 48 otages à Gaza. Le retour des Israéliens encore retenus par le Hamas apparaît aussi d'ailleurs à 2 autres endroits de ce plan américain. Une fois qu'ils seront tous libérés, Israël devra aussi relâcher plusieurs milliers de prisonniers palestiniens. La libération des otages est aussi une condition à l'amnistie de certains membres du Hamas qui accepteraient de se désarmer et de coexister pacifiquement avec Israël. Mais pour le moment, le Hamas examine encore les conditions de cet accord. Et puis on se demande comment ont réagi les familles d'otages israéliens. Il faut dire qu'elle réclame le retour de tous les otages depuis le premier jour. Lundi encore, le jour de la présentation de ce plan des États-Unis, les familles d'otages ont envoyé une lettre à Donald Trump. La demande était simple, que le président américain reste ferme à toute tentative de saboter l'accord. Et son initiative suscite de l'espoir. Écoutez, Gal Goren, il est le fils d'un des otages israéliens assassinés. Nous essayons d'être optimistes aujourd'hui. Nous avons été très heureux d'entendre les propos de Trump. Nous avons été heureux d'apprendre que Trump nous avait vus, qu'il avait entendu notre appel à mettre fin à cette guerre et à ramener tous les otages, vivants ou morts, chez eux. Cette prise de parole, c'était lundi lors d'une manifestation à Tel Aviv après l'annonce du plan Trump. Mais parmi les proches d'otages, d'autres craignent aussi que l'accord vole en éclats et avec lui la possibilité d'un retour définitif de tous les otages du Hamas encore détenus dans la bande de Gaza. Merci Stéphane. Je reviens vers vous, Ofer Bronstein. Est-ce que, en écoutant cette présentation, je me dis que les familles d'otages israéliens font presque plus confiance à Donald Trump qu'à Benyamin Netanyahou pour obtenir le retour de leurs proches. Est-ce que vous diriez ça aussi? Tout d'abord, moi, je les rencontre fréquemment et c'est vraiment terrible ce qu'ils vivent. Ils ne savent pas ce qui se passe avec leurs proches. De temps en temps, je trouve ça terrible. On leur envoie des vidéos où on les voit dans des conditions insupportables. Chaque fois, il y a des deals qui sont en train d'être négociés et en fin de compte, ils ne sont pas respectés. Une bonne partie d'entre eux pensent que c'est la responsabilité de Netanyahou d'avoir refusé pas mal de deals avec le Hamas. Beaucoup d'entre eux, y compris ceux qui étaient impliqués dans les négociations depuis le début, disent que ce deal-là, qui va être accepté aujourd'hui ou demain, il pouvait être accepté déjà il y a à peu près 12 mois.
Donc il y a énormément de frustration. En attendant, les otages meurent. Moi, mon cœur est avec les parents et les familles qui traversent des moments terribles. Je le souhaite à personne. Mais je peux me permettre quelque chose de personnel. Allez-y. Vous savez, cette semaine, j'ai décidé de le faire à chaque fois que j'aurai l'occasion de le faire. Cette semaine, c'est la semaine du Nouvel An juif. Les Juifs fêtent le 5876 ans. Et ce soir commence la fête du Kippour. C'est le grand pardon, c'est le début de l'année, on demande pardon. Et moi, je veux souhaiter vraiment une bonne année qui soit paisible et bonne pour les familles des otages. Et j'espère que les otages rentreront à la maison pour ce début d'année, et à tous les Israéliens et à tous les Juifs, bien entendu. Mais je voudrais aussi demander pardon aux Palestiniens. En tant que Juifs, en tant qu'Israéliens, les Palestiniens innocents. Bien entendu, ce n'est pas le Hamas que je pense diabolique, mais tous les Palestiniens innocents qui, depuis un an et demi, sont victimes de cette terrible guerre. Moi, en tant que Juif et en tant qu'Israélien, je veux leur demander pardon. Oui. Merci pour ce témoignage, Ofer Braunstein. Si on s'appuie sur les témoignages des familles des otages, et sur, de reprendre, de revenir à des questions qui sont des questions peut-être un peu froides, mais sur la stratégie du Hamas à la Kodmani, c'est quoi? C'est ce qui permet au Hamas de continuer d'exister, de garder les otages finalement. Ben oui, le Hamas continue d'exister. Il a une carte, c'est celle des otages. Mais il continue d'exister à Gaza, il continue d'exister, et surtout, et ça on en parle moins, c'est que même le Hamas éliminé à Gaza, comme le prévoit le plan, le Hamas est présent en Cisjordanie. Après ces 2 années de guerre meurtrière terrifiante, il faut s'attendre à ce que ça fasse malheureusement naître des vocations très dangereuses et terroristes. On voit de temps en temps quelques actes isolés en Cisjordanie qui sont... mais on ne peut pas dire le Hamas, c'est pas juste un terme. Il y a quelque chose derrière le Hamas. Les raisons d'être du Hamas sont là. S'il n'y a pas une reconnaissance de l'autodétermination palestinienne, reconnaissance des droits des Palestiniens quelque part, il s'appelle Hamas ou qu'il s'appelle n'importe quoi d'autre, ce phénomène peut réexister. C'est seulement par une solution réelle de reconnaissance des droits. Aujourd'hui, on est content, à la limite, de ce plan de paix qui, comme l'ont déclaré les pays arabes qui se sont rencontrés Trump, c'est on a sauvé la déportation de centaines de milliers de Palestiniens de Gaza. Ce n'est plus un projet. Trump a renoncé à déporter toute la population de Gaza. C'est formidable. Quelle victoire. Ouais, effectivement. Il y a une question de Lucas qui revient sur ce délai de 72 heures prévu pour libérer les otages. Est-ce qu'il est réaliste dans un contexte aussi volatile? Et que se passe-t-il si le calendrier n'est pas respecté, Hasni Abidi? C'est très difficile. Le président Trump lui-même est resté évasif sur la durée ou sur le délai donné au Hamas parce qu'il sait que les consultations risquent de prendre du temps. Il parle de 3 à 4 jours et c'est important. Mais moi, je pense que, vous savez, de manière générale, le temps au Moyen-Orient est extensible. C'est au président américain de réaliser finalement s'il y a des signes positifs. Les Égyptiens, les Qataris informent le président de Donald Trump, bien sûr, des négociations qui sont en cours pour justement aller au-delà. Et l'amnistie pour les terroristes du Hamas qui déposeraient les armes, est-ce qu'il y avait ça dans les précédents plan de paix ou accord de paix? C'était déjà proposé, Ofer Braunstein? C'est pas nouveau, ça, toujours. Le désarmement, c'est-à-dire d'abord la question du... Mais avec l'amnistie de quitter le parallèle, territoire. Il y aura donc quitter le territoire s'ils veulent, donc de manière volontaire. La question importante, une des failles de ce plan, c'est que finalement, il ne répond pas. Pourquoi le 7 octobre et pourquoi la question de blocus, etc. En fait, il ne revient pas sur les origines de ce problème. Comme le dit Ofer, il a raison, c'est-à-dire que finalement un État palestinien enlèverait cette légitimité du Hamas ou du djihad islamique ou d'autres. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Pourquoi d'ailleurs? Puisqu'il y a un État palestinien avec une continuité territoriale. Et malheureusement, dans le plan qui a été donné, c'est vrai qu'il y a une urgence humanitaire. C'est l'urgence humanitaire, c'est d'arrêter d'abord ce bain de sang. C'est d'abord faire rentrer de l'aide humanitaire et probablement ce cessez-le-feu
va créer une dynamique, une nouvelle dynamique en faveur justement de discuter sur les vraies questions qui sont l'État palestinien et cette autorité palestinienne. Ensuite, on parle de Tony Blair. Oui, juste un mot, parce qu'on peut rappeler effectivement la réticence d'Israël, voire le refus d'Israël à l'heure actuelle de reconnaître un État palestinien. Mais enfin, ça n'est pas comme si les Israéliens n'avaient jamais souhaité donner une autonomie aux Palestiniens, n'avaient jamais imaginé. Y compris Netanyahou. Non, mais exactement. C'est-à-dire que le Hamas, il a pris le pouvoir à Gaza après des accords de paix qui ont échoué. Donc c'est quand même important de le rappeler, parce que quand je vous disais tout à l'heure que ce plan Trump a cette spécificité de mettre la pression sur les Palestiniens, encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord en tout point avec lui, mais il prend en compte une réalité qui est celle que vivent les Israéliens, qu'ils soutiennent ou non Benyamin Netanyahou. La paix, nous avons voulu la faire, nous n'avons pas trouvé d'interlocuteur. Est-ce que effectivement, parce que vous disiez, vous rappeliez tout à l'heure le mouvement d'une partie de l'opinion israélienne pour obtenir évidemment la libération des otages, mais même la fin des combats, est-ce que c'est aussi clair que ça, le basculement de l'opinion israélienne? Pour 80% des Israéliens, oui. Pas parce que, et ça me choque beaucoup et que ça me fait de la peine, pas parce qu'il y a une grande empathie envers les Palestiniens. Elle grandit ces derniers mois. Et la perspective d'un État palestinien, elle est rejetée aussi par une majorité israélienne. Oui et non. Il y a un sondage qui a été fait il y a 2 semaines qui dit que 54% des Israéliens, c'est vrai que c'est une baisse par rapport à quelques années, seraient d'accord pour un État palestinien à condition que l'Arabie saoudite reconnaisse Israël. C'est pour ça que moi je voudrais revenir à l'initiative française, franco-saoudienne. L'idée, c'est pas seulement une paix entre Israéliens et Palestiniens. L'idée, et moi je suis de ceux qui sont convaincus, et tu as raison, c'est que s'il y avait une souveraineté palestinienne avant le 7 octobre, je crois que le 7 octobre n'aurait pas eu lieu. L'autorité palestinienne, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais elle essaie d'assumer ses responsabilités. Une souveraineté, c'est une responsabilité. On le voit avec le Liban aujourd'hui, où les Talibans est en train de reprendre sa souveraineté et de déployer son armée dans le sud, et on le verra quand il y aura un État palestinien, j'en suis persuadé. Ceci dit, la paix ne sera pas possible que seulement entre Israéliens et Palestiniens. C'est pour ça que l'initiative de reconnaître qu'Israël soit reconnu par les pays arabes et musulmans, c'était important. Moi, j'étais à l'ONU avec le président. Il y a 2 discours qui m'ont profondément touché. À part celui du président, que je pense était vraiment exceptionnel, mais c'est le discours du président indonésien. C'est quand même le plus grand pays musulman du monde qui dit on va reconnaître l'État d'Israël, on est prêt à reconnaître l'État d'Israël, qui souhaite la bonne année à tous les juifs du monde. Et moi, j'ai beaucoup été touché par le discours du président palestinien, qui souhaite la bonne année en hébreu aux Israéliens, qui leur dit « je vous reconnais », qu'il dit qu'il accepte ce qu'on lui a demandé, réforme de l'autorité palestinienne, qui condamne le Hamas, qui appelle à la libération des otages, qui dit que l'État palestinien sera un État démilitarisé. Mais non, je dois te dire quand même quelque chose. Les Israéliens ont parfois raison d'avoir peur. Pas seulement à cause du 7 octobre. J'entends des voix dans le monde arabe. Il y a encore beaucoup d'antisémitisme dans le monde arabe. Pas seulement de l'antisionisme, pas seulement de critique d'Israël, de l'antisémitisme. Malheureusement, plusieurs centaines de milliers de juifs du monde arabe les ont quittés parce qu'on les a chassés. Pas parce qu'ils avaient envie d'aller se retrouver dans des villes de développement en Israël. Donc il y a encore un poids entre Israël et entre les Juifs et le monde musulman. Une grande partie a été accueillie d'Espagne par les musulmans du Maroc et de l'Algérie en paix. Ils ont quitté les pays musulmans parce qu'il y avait la création de l'État et il y avait tout des voyages organisés. On va pas pouvoir remonter le temps et refaire qu'il y avait toujours, excusez-moi, mais une réconciliation à faire. Bien sûr. Ala, très vite, parce que je voudrais qu'on parle de Tony Blair, on va avoir très peu de temps. Juste un mot. Sortons d'aller chercher dans le cœur des gens, de chacun, ce qu'ils pensent. Il y a du droit, on est des relations internationales, il y a des règles, il y a des lois, il y a des règles qu'on peut respecter, qu'on peut mettre en place. Il y a les diplomaties, il y a des États qui peuvent imposer des solutions. N'allons pas chercher ce qu'il y a dans le cœur de chaque juif et de chaque musulman. La paix, c'est le cœur aussi, madame. Ouais. C'est pas uniquement des papiers. Oui, là, on n'est pas là. Ah, si vous n'y croyez pas, il n'y en aura pas. Si beaucoup de musulmans pensent comme vous, il n'y aura pas la paix. Allez, on parle de Tony Blair. Il nous reste quelques minutes. Jean-Sébastien, c'est vous qui allez nous rappeler son rôle, le retour de l'homme de la Cool Britannia dans ce dossier. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord en positif, en quelques mots. Oui, parce qu'il est proposé dans le plan Trump comme administrateur potentiel provisoire de ce que serait un Gaza après le Hamas. Alors, c'est vrai que Tony Blair connaît bien la région, en quelque sorte, pas seulement parce qu'il a été Premier ministre britannique, mais parce qu'il a été représentant du quartet Union européenne, Russie, Nations Unies,
et États-Unis entre 2007 et 2015. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un certain nombre de responsables, aussi bien arabes qu'israéliens, le considèrent comme un interlocuteur acceptable. Et Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien, dit qu'il présente l'avantage de pouvoir représenter l'homme tampon, en quelque sorte, ce qui est très bien pour les dirigeants arabes. Ça leur évite d'avoir à assumer vis-à-vis de leur opinion publique une collaboration un peu trop directe avec les Israéliens. Les responsables palestiniens, côté Ramallah, ont dit en quelque sorte, bon, c'est un choix acceptable par défaut, notamment parce que Tony Blair, à leurs yeux, a un avantage, c'est qu'il travaille avec les fonds qataris et émiratis. Il pourrait canaliser de l'argent vers Gaza. Ça n'a échappé à personne aussi, qui travaille aussi avec Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, grand investisseur lui-même, et qui se trouve aussi derrière cet accord-là. Donc c'est vrai qu'il présente quelques avantages sur son CV pour ce poste-là. Et pourtant, vous n'êtes pas totalement convaincu par ce profil. Pourquoi ? Non, effectivement, parce que c'est une personnalité qui prête facilement le flanc à la critique. Déjà parce qu'il a échoué quand il était représentant du quartet. Alors c'était un peu l'époque où on se disait, bon, si on n'arrive pas à faire la paix par des accords politiques, essayons de le faire par le développement, en quelque sorte. Il a échoué dans l'accompagnement de l'autorité palestinienne. De ce point de vue-là, il n'y a pas eu de développement économique. On est resté dans la stagnation. Deuxièmement, parce que quoi qu'en pensent les dirigeants arabes ou turcs ou musulmans de manière générale, au regard de la rue arabe, en quelque sorte, il reste assez pro-israélien. Vous y faisiez référence, je crois, tout à l'heure. Les gens n'ont pas non plus oublié son rôle dans la guerre en Irak. Donc, arriver à la tête d'un territoire où vous avez quand même une population palestinienne, les derniers sondages qui y ont été faits encore récemment montrent quand même très opposé à l'existence même d'Israël, c'est difficile si vous êtes perçu comme pro-israélien. Et puis dernier point, parce que Tony Blair, alors ça peut jouer dans les deux sens, mais il est à la tête d'un institut, l'Institut Tony Blair, qui aujourd'hui est une sorte de McKinsey pour les présidents et les leaders du monde entier, qui les accompagne dans la bonne gouvernance. Sauf que derrière cette bonne gouvernance, il y a aussi des milliardaires, Larry Ellison notamment, qui est le nouvel homme le plus riche du monde derrière Elon Musk. Et vous savez, c'est toujours des gens, on ne sait pas très bien s'ils veulent... Oui, juifs, mais enfin, indépendamment du fait qu'ils soient juifs, on ne sait pas très bien s'ils veulent le bienfait de l'humanité ou s'ils essayent d'acquérir toujours plus de pouvoir et toujours plus de milliards. Et comme Tony Blair a été pris dans le passé dans des affaires où flottaient des soupçons de corruption, notamment à l'époque où il était en Palestine avec un opérateur de téléphonie, tout ça mis ensemble, ça fait quand même un cocktail un peu explosif. Un petit côté affairiste. Je veux bien, allez, on va faire un tour de table. Il nous reste 2-3 minutes pour parler de Tony Blair. Je commence avec vous, Hasni Abidi. Est-ce que c'est l'homme de la situation ou est-ce que la colonne moins prend le pas sur la colonne plus pour vous ? Je ne m'arrête pas sur la personne. Oui. Moi, je pense que c'est des questions de principe. Les Palestiniens ont assez souffert et je pense qu'ils ont une maturité qui est tout à fait suffisante pour choisir leur dirigeant. On ne va pas remplacer une occupation par une autre, même si elle prend le nom de Conseil pour la paix, pour Donald Trump ou pour une force d'interposition qui n'est pas encore définie. Les pays arabes ne sont pas très enthousiastes, hormis probablement deux États. Moi, je pense qu'il fallait plutôt penser à une autre alternative qui s'inspire d'ailleurs des Nations Unies que de penser à ce Conseil de la paix et que confier sa tâche à Tony Blair. À la Kodmani, c'est pour une période de transition. Il y a évidemment le symbole quand même du Britannique. Un siècle après, en 1925-2025, on revient avec un haut commissaire britannique pour gérer la Palestine. C'est pas terrible. Et puis bon, c'est vrai que la personnalité de Tony Blair est tout à fait... Mais quel que soit, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Je ne sais pas si Tony Blair arrivera un jour à Gaza ou pas, ou s'il va s'en occuper ou pas. Il y a tellement aujourd'hui d'obstacles pour l'application de ce plan que l'étape Tony Blair peut encore tarder. Et à vous le dernier mot, Ofer Brunshine, parce que vous avez parlé de l'Europe à juste titre tout à l'heure, mais... Là, elle est un peu absente du décor, en tout cas du décor officiel de l'annonce par Donald Trump, etc., etc. Il y a une forme d'injustice, quoi. Non, mais s'il n'y avait pas eu l'Europe, s'il n'y avait pas eu l'initiative franco-saoudienne, s'il n'y avait pas eu le vote à l'ONU il y a 10 jours, où 12 pays ont reconnu, et pas des moindres, s'il n'y avait pas eu la frappe du Qatar, s'il n'y avait pas eu tout cela, Donald Trump ne serait pas retrouvé avant-hier en train de déclarer son plan. Je suis certain que l'Europe a eu un rôle très important dans tout ce qu'elle fait depuis 18 mois. Ce n'est pas aujourd'hui que l'Europe a pris des initiatives. Maintenant que Donald Trump veuille se les approprier, je comprends, c'est du Donald Trump, mais il est évident que pour les mettre sur place, pour implémenter un plan acceptable par tous, l'Europe aura un rôle important à jouer. Est-ce que ça sera avec Tony Blair ou pas? Ce sera vraiment
aux uns et aux autres de le décider. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Hasni Abidi, Le Moyen-Orient selon Donald Trump, qui est publié aux éditions Éric Bonnier. Et puis Ala Cohn-Bani, on vous lit évidemment dans le quotidien Libération. À bientôt sur Public Sénat. Merci.